Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du milieu du XXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Emma Augusta Hempstead était née le 15 août 1818 à New York. Son père, Christophe Hempstead, a été un temps contremaître chez James's Rope Walk, un vaste site industriel qui, au début du siècle, s'étendait de la rue Sound à la rue Tillery. Plus tard, il s'est établi dans le commerce du lait, fournissant des produits laitiers au marché de Brooklyn et de New York. C'était un homme bon et travailleur, bien qu'il n'ait jamais été aisé. Sarah, la mère d'Emma, restait à la maison pour s'occuper des enfants et gérer le foyer, tandis que son mari travaillait pour subvenir aux besoins familiaux. Emma était remarquée pour sa beauté et son charme social, des qualités qui ont peut-être contribué à sa réussite. Dans une ville où les opportunités pour les femmes étaient limitées, surtout pour celles issues d'un milieu modeste. Elle s'est liée à George D. Cunningham, célèbre à Brooklyn pour sa carrure, sa sociabilité et son amour de la boisson. Ils se sont mariés en 1835 et ont eu 5 enfants ensemble. George avait exercé plusieurs métiers au fil des années. Dans les années 1830, il appartenait à l'entreprise de distillation Cunningham et Harris. Lorsque cette entreprise a pris fin, vers 1839, il a exercé différents métiers. Parfois, il agissait en tant que commissionnaire, mais il était également impliqué dans le commerce des spiritueux, qu'il semblait privilégier. Quand la ruée vers l'or a débuté en Californie, il est parti vers l'ouest, comme bien d'autres, cherchant une vie meilleure. De retour à Brooklyn, il s'est réinstallé avec Emma et les enfants dans une maison sur la 4e place. Tragiquement cependant, en 1852, la vie de George prit fin de façon inattendue et brutale. On l'a retrouvé mort dans son lit, et le médecin a déterminé qu'une crise soudaine était la cause de son décès. La nouvelle de son décès a surpris, mais les conséquences ont été encore plus inattendues. Avant sa mort, il avait souscrit une police d'assurance vie d'une valeur de 10 000 $, une somme considérable pour l'époque. Certains connaissaient George comme n'ayant jamais épousé Emma. D'autres se rappelaient une histoire de mariage qu'il leur avait racontée, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et ne s'en était rendu compte que le lendemain. Malgré ses doutes, Emma a pu toucher l'argent de l'assurance et le paiement a été réglé en sa faveur. L'affaire étant réglée, elle est tombée dans l'oubli du public, du moins pour un temps. Dans la trentaine, séduisante et financièrement indépendante, elle a pu accéder à une autre classe de la société new-yorkaise. Et c'est pendant cette période qu'elle a rencontré le docteur Harvey Bedell. Âgé de 6 ans de plus qu'Emma, il était né en 1812 à Herkimer, New York, et faisait partie de 5 frères. Et après avoir terminé ses études de médecine, il s'est installé à New York, où il a ouvert un cabinet dentaire qui est rapidement devenu prospère. Sa bonne réputation dans le domaine lui a permis d'attirer de nombreux clients fortunés. Quelques années plus tard, il a acquis une propriété au 31 Bond Street, l'une des adresses les plus prestigieuses de Manhattan. Il utilisait le bâtiment comme résidence et pension pour divers locataires. Au 2e étage, il avait une chambre privée et son cabinet de dentiste, séparant ainsi vie personnelle et professionnelle. En 1855, Madame Emma Cunningham a commencé à louer un appartement au 3e étage et y vivait avec ses enfants. D'autres pensionnaires vivaient dans la maison, dont John J. Eckle, avec qui Emma aurait eu une relation intime selon les rumeurs. Des rumeurs circulaient sur la nature de sa relation avec le docteur Harvey Bedell et Monsieur John Eckle. Mais dans une ville de plus en plus fascinée par les ragots et les scandales, de telles rumeurs étaient courantes. Le docteur Bedell était dans la quarantaine et était considéré comme un homme de belle apparence. Il avait connu un succès important dans sa profession de dentiste et il avait accumulé une fortune estimée à environ 100 000 $, dont presque tout était investi dans des actions et des biens immobiliers. Malgré sa réussite, le docteur Bedell restait plein de contradictions. Outre ses accomplissements, il était réputé pour son arrogance et ses affaires douteuses. Les voisins le trouvaient difficile et certains anciens patients l'accusèrent de fraude. L'une de ses fiançailles a tourné au scandale quand, le jour du mariage, il a exigé de l'argent au père de sa fiancée, ce qui a entraîné l'annulation immédiate de la cérémonie. Bien qu'il ait apparemment entretenu une relation intime avec Madame Cunningham, la nature exacte de celle-ci reste quelque peu floue. Quoi qu'il en soit, la relation était loin d'être harmonieuse et, en janvier 1857, elle s'était fortement détériorée. Une grande partie de la tension provenait de la jalousie croissante d'Emma, en particulier envers la cousine du docteur Bedell, Miss Hubbard,
âgée de 24 ans qui était une invitée régulière de la maison. Pour aggraver les choses, la réputation du docteur Bedell en tant que séducteur, alimentée par des rumeurs sur ses aventures romantiques avec des patientes dans son cabinet dentaire, n'a fait qu'accentuer la fracture entre eux. Le 31 janvier 1857 au matin, le corps du docteur Harvey Bedell fut trouvé dans sa chambre. 31 rue Bon par un garçon de course. Le garçon, choqué par la scène, est parti chercher de l'aide. En quelques instants, les autres résidents de l'immeuble avaient été alertés et un sentiment d'urgence s'est répandu dans la maison. Le docteur John Francis, un médecin qui habitait à quelques pas de là, a été rapidement appelé sur les lieux. Il est arrivé pour trouver le docteur Bedell mort sur le sol et couvert de sang. Après un examen minutieux, le docteur Francis a déterminé la cause du décès. Il a déclaré que le docteur Bedell avait été étranglé et avait également subi pas moins de 15 coups de couteau dont chacun aurait pu être mortel. La macabre découverte attira rapidement l'attention des habitants et bientôt, une foule de curieux, à la fois horrifiés et intrigués, s'était rassemblée devant la maison. Les autorités sont arrivées peu après que le docteur Connery, le coroner, ait pris le contrôle et ait lancé une enquête officielle en inspectant la scène du crime. Il a noté que ce qui rendait tout cela encore plus troublant, c'était l'absence apparente de tout mobile clair. Rien n'avait été pris parmi les effets du docteur Bedell et ses documents étaient intacts. Le vol ne semblait donc pas expliquer la violence subie. La police soupçonnait que le meurtre avait été commis par quelqu'un qui connaissait la maison. Au cours de leur fouille minutieuse, les enquêteurs ont trouvé une chemise portant le nom de Jake Ketchum, un drap et une serviette tous tachés de sang, ainsi qu'une dague qu'ils ont supposée être l'arme utilisée lors du meurtre. Les pièces montrèrent des preuves évidentes du crime. Du sang avait imprégné la moquette, taché le papier peint et marqué l'intérieur de la porte. Au début de l'enquête, aucun mobile clair pour le meurtre n'a émergé. Des désaccords mineurs entre le docteur Bedell et Madame Cunningham ont été mentionnés. Madame Cunningham a indiqué que le docteur Bedell avait quitté sa chambre entre 22h et 23h la nuit de sa mort, laissant entendre qu'il y était resté un moment. L'état confus des témoignages rendait les faits difficiles à établir. La dague retrouvée a été présentée comme preuve, mais personne ne l'a reconnue, et les journaux ont douté qu'il s'agisse de l'arme du crime. Il a également été suggéré que M. John Heckle, un autre pensionnaire proche de Madame Cunningham, s'était heurté au docteur Bedell. Cependant, interrogé, M. Heckle a affirmé qu'il ne savait rien du crime, n'avait rien entendu cette nuit-là et n'avait pas vu le docteur Bedell depuis 10 jours avant son meurtre. D'autres occupants de la maison ont été interrogés. Cette nuit-là, en plus de Madame Cunningham et de John Heckle, 4 des enfants de Madame Cunningham étaient présents, ses filles Hélène et Augusta, ainsi que 2 jeunes fils. Dans la maison se trouvaient aussi George Snodgrass, 18 ans Daniel Ullman, avocat, et la cuisinière Anna Conlon. Tous dormaient au 3e et 4e étage et affirmaient n'avoir rien entendu d'inhabituel pendant la nuit. 4 témoins ont vu un homme étrange près du 31. Bond Street William Ross a dit à la police avoir vu un homme grand avec un châle déverrouiller la porte et entrer peu avant 23h. Il a ajouté que, quelques instants plus tard, il a entendu quelqu'un crier « meurtre », mais le mot a été interrompu. De l'autre côté de la rue, M. Strangman a déclaré avoir aussi entendu un cri fort, ressemblant à une personne souffrante, mais n'a vu personne d'autre aux alentours. Charles Brooke, un autre voisin, a déclaré avoir remarqué une agitation entre 10h30 et 11h45. Et William Farrell, qui s'était assis sur les marches du numéro 31 pour lasser sa chaussure, a vu 2 hommes s'approcher, dont l'un est entré dans la maison. Il a ajouté que peu de temps après, il a entendu un cri suivi d'un bruit ressemblant à un objet lourd renversé. Bien que les récits diffèrent légèrement, les 4 témoignages situaient le meurtre vers 22h45. Cependant, les habitants du 29, rue Bon, et ceux d'en face de chez le docteur Bedell ont tous affirmé n'avoir rien entendu d'inhabituel. Une information clé a cependant émergé. La personne qui a commis cet acte des plus terribles était gauchère. Lorsque la police a enquêté sur la résidence du numéro au 31, rue Bon, la découverte que Madame Emma Cunningham était gauchère a poussé à s'interroger sur sa culpabilité dans l'assassinat du docteur Harvey Bedell. Elle a présenté un certificat de mariage affirmant que le docteur était son mari, car il s'était marié le 28 octobre 1856 au domicile du révérend Uriah Marvin. Elle a indiqué que la cérémonie avait été secrète, en présence de sa fille Augusta et de la domestique du révérend comme témoin.
Les journaux étaient sceptiques quant à sa déclaration, d'autant plus que, si cela était vrai, elle hériterait des biens considérables du Dr Bedell, y compris la maison de ville de Bond Street et divers biens immobiliers dont la valeur totale s'élevait à environ 100 000 $. Le révérend Marvin et sa domestique ont été appelés à témoigner à l'enquête. Tous deux ont confirmé le mariage en présence de Madame Cunningham et sa fille Augusta, mais aucun ne pensait que le marié était le docteur Bedell. Le révérend Marvin se rappelait que la barbe de l'homme paraissait fausse et a précisé à l'enquête en avoir parlé à sa femme. Il a ajouté qu'il trouvait étrange que l'homme n'ait pas vu l'erreur d'orthographe de son nom dans le registre. Le révérend et sa domestique ont immédiatement reconnu M. John Eckle dans la salle d'audience comme l'homme s'étant fait passer pour le docteur Bedell lors du mariage. Cette déclaration a non seulement suscité la surprise, mais elle a également renforcé les soupçons entourant Madame Cunningham. L'opinion publique est alors devenue de plus en plus divisée. Certains ont commencé à soupçonner qu'elle était une femme calculatrice, motivée par le désir d'hériter de la fortune considérable du docteur Bedell. Certains la voyaient comme une veuve éplorée, cherchant à prouver son mariage et à obtenir ce qu'elle pensait lui revenir. L'incertitude entourant ses motivations n'a fait qu'accentuer l'intrigue, alors que les gens spéculaient sur le fait qu'elle agissait par véritable chagrin ou qu'elle cherchait à assurer son avenir grâce à l'héritage. L'enquête s'est terminée le samedi 14 février et les jurés ont conclu que Madame Emma Augusta Cunningham, qui utilisait le nom d'Emma Augusta Bedell et John Eckle, avait volontairement, délibérément et avec malveillance commis le meurtre du docteur Harvey Bedell, et que George Snodgrass avait été complice. Suite à ces conclusions, ils seraient jugés pour leur crime. Le procès a commencé le mercredi 6 mai et est devenu l'un des procès les plus sensationnels du 19e siècle. Les journaux publiaient chaque jour des comptes rendus avec des détails sensationnalistes. La salle d'audience était tendue. Lorsque Madame Cunningham est entrée, voilée et vêtue de noir, sa tenue de deuil renforçait l'atmosphère sombre. Ses filles se tenaient à ses côtés, leur visage reflétant un mélange d'inquiétude et de peur. Assis non loin de là se trouvait Monsieur John Eckle, qui, bien qu'accusé du même crime, paraissait presque insignifiant en comparaison. Tous les regards dans la salle étaient braqués sur Madame Cunningham au centre du procès, captivant l'attention générale. Présente. Le procureur général Stephen Cushing et le procureur de district Anthony Oakley Hall menèrent l'accusation. Madame Cunningham était défendue par Gilbert Dean et Henry Clinton, tandis que John Eckle avait une représentation légale distincte. L'avocat de la succession du docteur Bedell était aussi présent. L'accusation a examiné tout le passé de Madame Cunningham, y compris sa déclaration d'un mariage secret avec la victime, tandis que la presse relatait chaque détail. Beaucoup de témoignages reprenaient ce que l'enquête du coroner avait déjà révélé, mais cette répétition ne pouvait atténuer la gravité de la situation. Un meurtre brutal, une femme respectable comme suspecte, et le scandale qui entachait chaque nom mentionné. Les deux filles de Madame Cunningham furent appelées à témoigner. Elles ont toutes les deux déclaré qu'elles avaient dormi dans le même lit que leur mère. La nuit du meurtre du docteur Bedell, Augusta Cunningham a même affirmé avoir vu sa mère et le docteur Bedell discuter affectueusement ce soir-là. Aucune des filles n'a signalé avoir entendu des bruits inhabituels pendant la nuit et leur souvenir des événements du lendemain matin correspondait étroitement à celui des autres témoins. Il était largement admis que cela n'ajoutait que très peu à la substance de l'affaire. Les deux jeunes filles de Madame Cunningham, âgées de 9 et 10 ans, ont également été amenées à la barre des témoins. Cependant, leur témoignage s'est avéré en grande partie inutile. L'un des garçons était tellement bouleversé par l'étrangeté de la salle d'audience et l'attention qui lui était portée qu'il a éclaté en sanglots incontrôlables, obligeant le juge à l'excuser. L'autre a dit s'être couché vers 8 heures et ne s'être réveillé qu'au matin. Si l'un des enfants de Madame Cunningham possédait des informations compromettantes pour leur mère, il était évident qu'il ne comptait pas les divulguer. Un gentleman travaillant avec le docteur Bedell, le docteur Blaisdell, a aussi témoigné. Il a affirmé que le docteur Bedell avait rédigé un testament peu avant sa mort, léguant tous ses biens à ses proches. Il a ajouté que le docteur lui avait demandé d'habiter au 31, rue Bon, car il craignait pour sa vie à cause de personnes chez lui. Monsieur Maguire, un cousin du docteur Bedell, a confirmé cela et a déclaré devant le tribunal qu'il avait rendu visite au cabinet du docteur en décembre 1856 et qu'on lui avait dit la même chose. Pourtant, malgré les dires du docteur Blaisdell et de monsieur Maguire, aucun tel testament n'a jamais été retrouvé.
Leur témoignage a renforcé les récits d'autres témoins qui se souvenaient que le docteur Bedell se plaignait souvent que ses papiers étaient dérangés, fréquemment par Madame Cunningham. Le tribunal sembla devenir très silencieux lorsqu'une autre témoin prit la parole. Une dame bien habillée et raffinée, nommée Madame Stansbury, qui fit un récit particulièrement intéressant. Elle déclara que le jour du meurtre, elle avait finalisé un contrat de location avec le docteur Bedell pour la maison, qui devait commencer le 1er mai. Elle ajouta que la signature officielle était prévue pour le lendemain. Selon elle, Madame Cunningham avait été surprise en train d'écouter aux portes depuis l'escalier pendant leur conversation. Et lorsque le docteur Bedell ferma la porte, il lui dit qu'il était pressé de quitter les lieux afin de s'éloigner de Madame Cunningham. Le témoignage de Madame Stansbury a renforcé le doute sur l'affirmation de Madame Cunningham d'un mariage secret. Parmi les autres témoins appelés à la barre figuraient le docteur Francis Anna Conlon, la cuisinière de la maison, et John Barchell, le garçon de course. Bien que le jeune John Bartel ait peu parlé, il a évoqué les tensions familiales et décrit l'ambiance avant le meurtre comme tendue, sans pouvoir en expliquer la cause. Marie Donao, femme de chambre, a témoigné avoir quitté la maison quelques jours avant le meurtre. Et, comme d'autres, elle a décrit une atmosphère de malaise, notant que la relation entre Madame Cunningham et le docteur Bedell était loin d'être harmonieuse, certainement pas ce à quoi on pourrait s'attendre entre un mari et une femme. Elle a parlé de voix élevées, de longs silences et d'allées et venues précipitées. Tout cela donnant à la maison une impression d'instabilité. Les jours précédant le crime, l'accusation poursuivait son dossier contre les accusés, mais les preuves restaient purement circonstancielles. La défense a méthodiquement démonté chaque point, semant le doute sur chaque allégation clé. Madame Cunningham n'a pas pris la parole, mais elle a écouté attentivement, tandis que son avocat attirait l'attention sur les contradictions dans le caractère du docteur Bedell et s'adressait à l'accusation. Ils ont eu du mal à répliquer. Il était loin d'être une victime sympathique, et une femme a témoigné que Madame Cunningham lui avait dit que c'était un homme mauvais, qui ne méritait pas encore de vivre. Malgré les accusations et soupçons, aucun témoin oculaire n'était présent. Le certificat de mariage présumé a été exclu de l'examen du jury, car sa légitimité était examinée séparément dans un autre tribunal, au lieu d'éclaircir l'affaire. Cela n'a fait qu'approfondir le mystère. Le procès n'a duré que 3 jours, et le 9 mai, le jury a été envoyé pour délibérer. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont annoncé un verdict de non-culpabilité. Emma Cunningham, John Eckel et George Snodgrass étaient désormais tous libres. L'atmosphère était chargée de tension, alors que les personnes des deux camps de l'affaire avaient du mal à accepter le verdict. Par la suite, l'opinion publique était divisée. Le New York Times, frustré par l'échec des autorités à résoudre le meurtre, offrit une récompense de 5 000 $, dénonçant ce qu'il jugeait une erreur judiciaire flagrante. La justice. Mais la liberté pour Emma ne signifiait pas la paix. Après son acquittement, elle retourna à la maison de la rue Bond, où elle attendit la décision du tribunal concernant la validité de son mariage avec le docteur Bedell. À l'époque, il n'y avait pas de registre central des mariages à New York. Leur validité dépendait des témoins et de la parole du clergé. Emma avait tout cela. Pourtant, la suspicion continuait de la poursuivre, jetant une longue ombre sur ses revendications. Un second scandale éclata en août 1857, alors qu'un tribunal des successions allait rendre sa décision. Les journaux rapportèrent qu'Emma Cunningham avait tenté de faire passer un bébé pour l'héritier du docteur Harvey Bedell. Le procureur affirma qu'elle avait payé de l'argent pour acquérir un nourrisson et l'avait faussement présenté comme son enfant, conçu par le docteur Bedell. Pour garantir son héritage, on disait qu'elle avait eu ce bébé grâce au docteur Yule. Et bien qu'il ait d'abord accepté de l'aider, il changea ensuite d'avis et informa le procureur, qui avertit alors la police. Lorsque les autorités ont fait une descente chez Emma, elles l'ont trouvée avec le bébé et l'ont arrêtée une fois de plus. Son avocat, M. Henry Clinton, vint à son secours et plaida avec succès qu'elle avait été piégée, ce qui conduisit à l'abandon des charges. Malgré les victoires juridiques, le mal était fait et l'opinion publique s'était définitivement retournée contre elle. Lorsque le tribunal des successions rendit sa décision, il conclut qu'il n'y avait pas assez de preuves d'un mariage légitime. Emma Cunningham n'hériterait rien de la succession du docteur Bedell. Déshonorée, sans ressources et cible de rumeurs, elle quitta New York pour la Californie, espérant un nouveau départ loin de la ville qui l'avait rendue infâme. Des décennies passèrent, puis en 1887 elle revint. Elle était désormais plus âgée, plus discrète et largement oubliée. En septembre,
À 69 ans, elle mourut chez sa cousine. Son décès fut mentionné dans le New York Times, une brève note pour une femme qui avait autrefois été au centre de l'attention du pays. Le meurtre du docteur Harvey Bedell resta non élucidé. Plusieurs confessions et théories ont émergé au fil des ans, sans aboutir. À ce jour, cette affaire reste l'un des crimes les plus mystérieux et marquants de l'histoire de New York au XIXe siècle. Et Emma Cunningham, veuve, mère et aspirante mondaine, reste l'une de ces figures les plus énigmatiques que beaucoup pensent avoir échappé à la justice pour meurtre. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.